Bonjour, bonjour tout le monde. Mon nom est Sylvie Nicolas. Vous êtes présentement assemblés ici pour cette table ronde consacrée à la littérature jeunesse. C'est une activité, je me dois de vous le rappeler, présentée en codiffusion par Koyatonk et la Maison de la littérature dans le cadre du 13e Salon du livre des Premières Nations. Une présentation de TELUS réalisée par Koyatonk. L'édition 2024 est rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires suivants: Acier, Owista, l'ECN, Inergex, Énergie renouvelable, Hydro-Québec, la Caisse des jardins de Wendake, OKT-LA, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la SODEC, la Ville de Québec et Wendake. Maintenant, j'ai le plaisir, bon, pas que ce n'est pas un plaisir de remercier nos partenaires, mais j'ai le plaisir de vous présenter nos invités pour cette table ronde de jeunesse. Il faut dire tout de suite que ces dames ont publié pour la première fois leur premier album jeunesse, donc ça mérite une petite main d'applaudissement avant que je les présente. Alors, tout de suite, à ma gauche, Valérie Richer-Obamsawin. Elle est d'origine abénaquise, Valérie, et elle embrasse fièrement sa culture autochtone. Titulaire d'un baccalauréat en adaptation scolaire, elle travaille comme orthopédagogue au sein d'une école primaire à vocation internationale. Elle conjugue au quotidien. J'aime ça, moi, quand les gens conjuguent la passion. Elle conjugue au quotidien la passion qu'elle éprouve pour la langue et pour le milieu de l'éducation, à l'amour des enfants de tous horizons et à ceux qui ont des besoins particuliers. Son album, laissez-moi vous le montrer, Ni chez mes petits frères, son premier album, publié aux éditions Anénorac, vient de marquer son entrée dans le paysage littéraire. Je vous présente ensuite Océane Kitoura Bohémier-Toutou, originaire d'Iqaluit. Est-ce que je le prononce bien? Iqaluit. Iqaluit au Nunavut. Océane est une artiste multidisciplinaire. Après une formation en théâtre musical au Québec, elle entame sa carrière au cinéma. Peut-être l'avez-vous déjà vu dans le film L'été? Le temps d'un été. Oui, oui, oui. C'est vraiment, personnellement, je l'ai vu, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Bon, petite divergence ici, là, c'est correct. On dérive un peu, puis il faut le faire. Après une formation donc en théâtre musical, elle entame sa carrière au cinéma, à la télé et en littérature jeunesse, paru tout récemment, Trouver la maison, vient de paraître aux éditions Anénorac et marque elle aussi son entrée en littérature jeunesse et dans le paysage littéraire. On termine avec la présentation de Joanie, qui est membre de la Première Nation. Et là, je vais vous demander, Joanie, de présenter votre nation. J'ai un petit problème d'articulation parfois. La Première Nation des Pequawagamis-Noots, donc au Lac-Saint-Jean, au Québec. Merci, merci. Vous voyez, je l'ai fait travailler avant même qu'on commence. Elle est membre de cette merveilleuse Première Nation. Joanie, elle est passionnée par la littérature jeunesse depuis la naissance de ses deux filles. Elle est d'abord infirmière de métier. Elle poursuit en ce moment une maîtrise en sciences infirmières en se spécialisant dans l'antiracisme et la sécurité culturelle. Elle est aussi fondatrice et directrice d'Utapi Consultant, une entreprise destinée à soutenir les efforts de décolonisation, d'autochtonisation au sein des institutions et des entreprises dans le but de former des alliés pour les causes autochtones dans la francophonie canadienne. Et son premier livre, Mikunis, ma petite sœur, vient de paraître aux éditions Anénorac. Alors, sans plus tarder, moi, j'ai déjà pensé à une première question à vous lancer toutes les trois. Que lisiez-vous, enfant? Je peux commencer parce que j'ai un flash. Drôlement, récemment, on m'a comme redonné des livres
ben, de Disney, des vieux livres de Disney, genre les Aristochats, puis je les ai donnés à ma fille. Donc, on a encore les vieux livres qu'on avait à la maison quand on était jeunes. Donc, on était vraiment dans l'univers de Disney, aussi simple que ça chez nous. Puis là, on a encore ces livres-là, puis mes enfants les lisent encore. Donc, ça devient des classiques de la maison, là aussi. Océane, un peu dans le même esprit de la magie Disney ou s'il y avait autre chose? Moi, c'était beaucoup les bandes dessinées. J'aimais pas tant lire quand j'étais enfant. Fait que moi, le plus qu'il y avait de dessins, le plus que j'étais heureuse. Moins de bulles possible. Il faut mentionner aussi que tu es celle qui a illustré ton livre et que tu en as fait quelque chose qui s'approche quand même du roman graphique. Là, si on va, les textes sont assez longs, puis les images viennent établir un dialogue avec le tout. Donc, tu cherchais déjà le rapport entre l'image et avec le texte, donc. Oui, c'est ça. Moi, les bandes dessinées, c'est vraiment ça que j'aimais quand j'étais petite. Une en particulier qui est restée dans ton imaginaire ou... Ben, je lisais Tintin, Schtroumpf et tous les classiques, là. Mais sinon, j'aimais beaucoup les mangas aussi. C'est comme des bandes dessinées japonaises. Oui. J'aimais vraiment ça. Je trouvais qu'il y avait comme beaucoup de mouvements dans les dessins. Ouais. Oui, ben ça fait écho aussi avec les romans graphiques d'une certaine façon, avec les mangas. Valérie, oui. OK, je n'étais pas certaine s'il fallait appuyer sur un bouton. Non? Bon, ça va. Ben moi, j'étais vraiment... J'ai switché très tard au roman. J'aimais beaucoup les albums jeunesse de tout horizon. C'est ça. Des auteurs québécois ou étrangers ou... Ben non, c'était comme plus québécois, c'est ça. Bien, c'est sûr que la littérature québécoise jeunesse a pris un essor à un moment donné, donc ça correspondrait. Alors, c'est pas là que vous avez puisé votre imaginaire, hein? C'est ça que vous avez compris que je voulais vous amener là. C'est pas nécessairement là que vous avez puisé votre imaginaire pour le récit. Je vais commencer avec toi, Valérie, puisque tu es déjà là. Donc, avec Nishimis Petit Frère, c'est autre chose. Tu crées d'une certaine façon une filiation puis une transmission. Oui, bien, c'est sûr que moi, étant mère, je trouve ça important que mes enfants puissent apprendre la culture, puis aussi la vivre au quotidien, puis être fiers d'être Abénaki. Donc, c'était important pour moi de faire un projet de la sorte, puis de les inclure là-dedans pour qu'ils puissent aussi avoir leur fierté. Donc, c'est ça. Puis, je travaille dans une école, on aide beaucoup les élèves à écrire des textes parce que parfois, il manque d'idées dans la suffisance. Donc, on essaie de leur dire, bon, alors écris avec tes sens, là, quand tu marches, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu sens. Puis, je pense que mon livre parle aussi avec les sens, là, quand je décris quelque chose. On a les odeurs, effectivement. On a les oreilles qui sont sollicitées, tous les sens. Moi, j'ai envie de savoir, Valérie, parce que ta narratrice, c'est une enfant et elle s'adresse déjà aux tout petits, aux petits frères. On en retrouvera ça aussi d'ailleurs chez Joanie, on va faire le lien avec ça. Donc, comment ça t'est venu? Est-ce que c'était tout naturel, l'idée de t'adresser aux plus petits? Oui, bien en fait aussi, nous, c'est souvent les femmes qui vont transmettre les traditions. Alors, je le vis parce que j'ai une grande fille et un petit frère, puis je voyais qu'elle était très protectrice, puis elle est fière de lui montrer, par exemple, la danse de la plume. Là, nous, c'est un rite de passage qu'on a à Odanak, puis c'est ça, voyant tout ça, ben c'était naturel de le faire comme ça, puis ça lui donnait aussi son importance là, en tant que grande sœur, qui est un rôle à ne pas négliger. Alors, on va faire le lien tout de suite avec Joanie. Donc, Joanie, c'est un peu le même principe, c'est la plus grande sœur qui s'adresse à la plus petite. Oui, exactement, c'est ça, parce que les deux ont une belle complicité, puis... elle, la grande sœur, explique que, elle l'attend après l'école, là, ils ont des discussions, puis par la suite, elle trouve que c'est le bon moment de lui expliquer pourquoi elle s'appelle Mégonis. Et c'est vraiment la grande sœur qui explique l'histoire de la naissance de sa petite sœur. Donc, dans toute cette bienveillance-là, elle lui amène son histoire à sa façon, là, comme grande sœur.
Puis ouais, c'est drôlement, ben moi j'ai 2 filles dans le fond, puis j'ai, c'est ça, la grande sœur et la petite sœur aussi. Donc on s'inspire, veut pas, de nos enfants. Tu sais, c'est des albums jeunesse. On a des enfants, on leur lit. J'imagine que toi aussi, Valérie, tu leur lis des livres à tes enfants. Tu sais, à quelque part, on s'inspire aussi de notre vie aussi pour créer puis pour écrire. Donc, ça représente là, vraiment, ben, de mon côté, ça représente vraiment l'histoire de la naissance de ma petite dernière, mais racontée par sa grande sœur. Je vais aller du côté d'Océane Kitoura. Océane, dans ton cas à toi, tu t'adresses un peu plus âgé d'ailleurs, hein, parce que dans le cas de tes collègues ici, on s'adresse à des enfants un tout petit peu plus petits. Dans Trouver la maison, c'est assez particulier quand même. Dans quel sens? Bien, c'est particulier parce que ton personnage accueille l'idée dès le départ de partir seul en exploration d'une certaine façon. Et ça demande quand même un courage parce qu'on sait qu'elle a quoi, 8 ou 9 ans? Ouais. À part, là, vraiment, toute seule, puis en pleine nuit à part ça. Qu'est-ce qui a motivé chez toi cette idée d'incarner? Je ne veux pas vous révéler tous les détails de l'histoire parce qu'il y a un petit mystère dans tout ça, puis il y a une petite intrigue et plus que ça encore. Donc, on veut savoir quand même le démarrage. Qu'est-ce qui fait que ce personnage-là t'est venu tout naturellement? L'histoire m'est comme un peu venue comme tranquillement dans ma tête pendant comme 2 ans avant que je commence à l'écrire. Puis en l'écrivant, on dirait que, puis en dessinant aussi, ça m'a ramené un peu à mon enfance à moi, dans le Nord. Je pense que de vivre dans la toundra, dans un grand territoire, moi, la magie a toujours été très importante pour moi. Alors, le désir de partir à l'aventure, d'être une héroïne dans la toundra, ça a toujours été quelque chose qui m'appelait. Puis je pense que plusieurs jeunes qui viennent du Nord, ils pourraient s'imaginer ça aussi. Il y a quelque chose de très magique dans la vasteté du territoire, puis de vouloir s'y perdre un peu. Alors, un peu comme tes collègues qui vont vers la transmission d'un savoir, de quelque chose qui établit une filiation, dans ton cas, tu vas vers la transmission de ces personnages mythiques du Nord. C'est-à-dire que le savoir qu'elle découvre, elle, et qui nous est transmis comme lecteur, c'est un savoir qui échappe la plupart du temps. Ce sont des personnages aussi assez colorés, ces personnages du Nord. Oui, en fait, j'ai changé même certains petits détails des créatures pour que les enfants ils puissent le lire sans avoir trop peur. Parce que ça fait peur. Moi, je me faisais raconter ces légendes-là quand j'étais petite, puis ça représente bien comment la vie était dure et dans un territoire aussi froid et difficile à survivre. Il y a des créatures, ils reflètent bien cette réalité-là. Et puis, moi, j'avais le goût de les partager parce que je dirais que dans mes souvenirs de grandir dans le Nord, c'est vraiment une des affaires qui m'a le plus marquée puis qui est restée avec moi. Parce que pour moi, comme je disais, la magie puis les créatures mythiques, en tant qu'enfant, c'est quelque chose qui m'appelait beaucoup. Puis ces créatures-là, ben, comme tu dis, sont super colorées puis amusants. Puis j'avais le goût de les partager pour ceux qui les connaissent pas, mais aussi ceux qui les connaissent puis de les voir dans un nouveau jour. J'ai envie de me demander toutes les trois, et ce sera celle qui décide de répondre en premier, de le dire. Quand on est une enfant des Premières Nations, à quel moment on se rend compte que la littérature québécoise ambiante n'a pas encore répondu à l'imaginaire de l'enfant des Premières Nations? Moi, je vais répondre oui. qu'à cet âge-là, malheureusement, là, avec la loi sur les Indiens, moi, je disais que mon père était autochtone, mais que moi, je ne l'étais pas parce que ma génération était reconnue plus tard. Puis, en fait, quand on pense à ça, si ce sont des Italiens, un enfant d'un Italien ne dira pas « Ah, ben non, moi, je ne suis pas italien ».
je trouve ça plate parce que quand j'étais plus jeune, mon père vivait sa culture. Lui, il ne voulait pas me l'imposer. Puis aussi, il avait vécu, c'était pas glorieux d'être un Autochtone dans ces années. Là. Il y avait des sévices là, en ville pour être un Autochtone parce qu'il a la peau plus foncée. Puis c'est ça. Donc, c'est sûr que moi, tu sais, quand j'étudiais à l'école, puis je voyais qu'on parlait des Autochtones, tu sais, je me sentais même pas concernée. Puis, en tout cas, c'est juste pour que vous compreniez que ça a vraiment un impact là, sur tout ça, là, sur notre identité. Puis, tu sais, maintenant, mes enfants sont reconnus par la bande de notre communauté, tu sais. Puis, c'est pour ça que c'est tellement important pour moi qu'ils vivent leur identité abénaquise. Donc, c'est une constatation plus adulte de ce que l'enfant que tu étais a manqué. Oui, puis qu'il aurait aimé, là, de ne pas le vivre négativement, mais de le prendre avec résilience, là, puis de dire, bon, ben qu'est-ce que je peux faire pour aussi les autres Abénakis, les autres enfants de Première Nation, là. C'est pour ça que le livre est dédié à tous les enfants Wabanakyak de ma nation. Je vous invite à répondre, oui. Ben moi, je suis née au Nunavut. Alors moi, au contraire, je connaissais pas grand-chose de la culture québécoise jusqu'à l'âge de 8 ans. Puis j'étais arrivée, puis j'avais demandé c'est qui Marie-Mé. Puis là, tout le monde était outré. Fait que vraiment, moi, je connaissais pas trop la littérature québécoise et quoi que ce soit qui était québécois. Alors, je dirais que de grandir dans la communauté, bien, j'ai été dans une école francophone, fait que quand même, je connaissais plus le français que je connais pas l'Inuktitut personnellement. Puis, fait que je pense que ça a toujours été important dans la communauté de partager. Tu sais, il y avait du monde qui venait nous lire des histoires, des contes à la bibliothèque. Puis, je pense que c'est vraiment en déménageant au Québec que là, j'ai eu un peu un choc, une gêne d'être différente. Puis que là, j'ai comme un peu fermé par rapport à ma culture. Puis je dirais que c'est quand j'étais adolescente que j'ai commencé à me questionner puis être plus curieuse par rapport à qui je suis. Ouais. Joanie? Oui, bien, c'est drôle parce que on dirait que ça rejoint un peu ce que vous dites, mais différemment, dans le sens que moi, c'est plus quand dans le fond, j'ai grandi à Mashtouiats depuis que je suis née. Je vais à l'école là. J'ai passé mon adolescence là. Dans ma communauté, puis je réalisais pas que je vivais ma culture à travers ma communauté, mais c'est comme quand on vit dedans, moi je la voyais pas, elle est comme invisible. Puis il a fallu que je quitte. Moi, j'ai parti 3 ans en Colombie-Britannique, aller vivre là à l'âge adulte avec mes 2 enfants. Puis je suis partie 3 ans, puis c'est dans ces 3 ans-là, à l'extérieur de ma communauté, que j'ai réalisé c'est quoi ma culture chez moi, à Mashtouiats. Et là, j'ai eu l'envie de revenir chez moi pour élever mes enfants dans la communauté où j'ai grandi. Alors, il a fallu que je quitte la communauté pour me rendre compte de la richesse de ma culture. Donc, c'est peut-être un peu là que j'ai eu un déclic des représentations autochtones. Par exemple, j'écoutais pas beaucoup de musique autochtone quand j'étais dans ma communauté. Tu sais, c'était omniprésent. Mais aujourd'hui, depuis que je suis partie, je fais même pas un effort. Je suis attirée naturellement vers de la musique Innu, de la musique ou même les livres d'auteurs autochtones. Tu sais, je suis attirée naturellement vers ça. Mais avant, je le voyais pas. Je faisais juste le vivre, là, tu sais, aveuglément un peu. Je sais pas si ça répond. C'est intéressant, cette distance, presque dans chacun de vos cas, en tout cas dans vos 2 cas, cette distance qui vous permet de voir encore mieux vers où ça mène au niveau des origines, c'est-à-dire que c'est là, et là, ça se réveille et ça mène vers autre chose. Dans votre travail, dans le cas d'Océane, c'est elle qui a illustré, j'aimerais qu'on parle des illustratrices. Océane a elle-même illustré « Trouver la maison ». Dans le cas de Valérie Richer-Obomsawin, c'est Valérie Laforce qui a fait les illustrations, qui a signé les illustrations. Oui, il est juste ici. On a juste 2 mains, hein. C'est difficile. Mais j'ai toujours dit que comme mère, on devrait en avoir 8. Donc, je pense que Valérie Laforce est ici. Oui, peut-être Valérie te lever pour que les gens voient que tu es présente. Oui, Valérie qui a illustré Néchémis Petit Frère. Et dans le cas de Joanie, tu veux nous parler, dire quelques mots de ton illustratrice?
Absolument, avec plaisir. Amélie Courtois, c'est une artiste multidisciplinaire de la communauté que j'admire énormément. Elle fait toutes sortes elle a une belle démarche artistique. En tout cas, elle a fait plusieurs expositions. Elle est bonne en photographie, elle fait des illustrations. Là, elle a débuté les illustrations numériques dans le cadre de ce livre-là. Donc, je l'ai personnellement demandé si elle voulait contribuer à ce projet-là, puis elle a spontanément dit oui. Donc, c'était un très beau travail d'équipe, là. On a pu travailler les maquettes ensemble. J'ai eu ma sœur aussi qui nous a aidés pour l'édition. Alors, on a comme travaillé en équipe pour tout ça, mais Amélie, j'adore le résultat que ça donne, les couleurs éclatantes. Puis aussi, vu que c'est elle aussi qui a fait les images, bien, elle s'est inspirée des choses qui existent vraiment dans la communauté. Donc, on voit l'école primaire où moi je suis allée, mais où ce que Mégounis et sa grande sœur vont actuellement à l'école. Donc, elle s'inspire aussi de tous les paysages de notre communauté. Là. À un moment donné, vous allez voir dans le livre, on voit l'autobus scolaire qui sort de l'école, mais on voit que l'autobus est vraiment sur une côte en haut du Pequagami. Donc, je disais tout à l'heure, je suis dans la nation des Pequagami-Inuits. Donc, Pequagami veut dire le lac Saint-Jean, bien, en version coloniale, là, lac Saint-Jean, Pequagami. Et Inuit, c'est humain. Donc, l'école est vraiment située en haut d'une côte, puis on voit très bien le Pequagami. Donc, il y a une belle image là, qu'Amélie a pu faire. Donc, tout est vraiment inspiré de notre communauté là, dans ce livre-là, autant à l'image qu'à l'oral et à l'écrit. Là. On a ça aussi chez Valérie Laforce. Il y a une inspiration quand même, il y a un travail de collaboration entre vous deux, hein? Oui, les images sont toutes faites à partir du Ndakina. Alors, le Ndakina, c'est notre territoire à Benaki. Même, on a des images au Maine parce que j'avais été visiter avec ma grande fille. Puis, je veux juste dire que moi puis Joanie, on ne s'est jamais parlé de nos projets, mais je trouve que ça se ressemble beaucoup, là. Donc, ça part de nous. On se rencontre aujourd'hui pour la première fois, mais on a beaucoup de choses en commun. C'est vrai. Mais aussi, Valérie et moi, Valérie est originaire de Wolinac, qui est l'autre communauté à Benakis au Québec. Puis, on a eu l'idée de placer des ronds dans chaque image parce que le cercle est important chez les Premières Nations. Puis, on avait aussi, comme Valérie, elle est blonde. Donc, on a décidé de ne pas mettre de couleur sur les traits des personnages pour que tout le monde puisse s'identifier. On trouvait ça important. Oui, il y a vraiment quelque chose de très novateur aussi dans le fait d'esquisser, de laisser le lecteur voir par lui-même et s'identifier. Mais je reviens vers Océane avec ce travail d'illustration qui prolonge en fait le travail de texte. Est-ce que tu as trouvé ça, pour toi, c'était normal d'aller vers l'illustration par toi-même? C'est quelque chose qui est venu en même temps que le texte, cette idée? Je dirais que les images sont venues avant le texte. On dirait que j'avais l'histoire. Pour moi, c'était comme un film dans ma tête. Fait que j'avais déjà les images avant même de les dessiner dans ma tête, oui. Puis, j'avais jamais dessiné professionnellement. Moi, j'ai dessiné depuis que je suis toute petite, mais je me suis acheté comme une tablette d'illustration pour faire ces dessins-là, pour ce projet-là. Fait que c'est vraiment avec ce projet-là que j'ai commencé, puis ça a été une partie que j'aime beaucoup faire. Ouais. Il y a énormément de vous dans vos premiers albums, ou mini-romans dans ton cas, ou mini-romans graphiques, là, je ne sais pas trop comment mais on ne veut pas l'étiqueter. On ne veut pas étiqueter. C'est presque impossible surtout quand on vous côtoie ou vous rencontre, mais quand on regarde vos premiers albums, c'est impossible d'imaginer qu'il n'y en aurait pas un deuxième ou qu'il n'y avait pas un autre projet. Est-ce que vous sentez, après cette première expérience d'écriture pour la jeunesse, qu'il y a un chemin qui est en train de s'ouvrir devant pour le travail d'écriture vers la jeunesse? Je vais commencer avec Valérie. Valérie? Bien, c'est sûr que moi, j'avais comme le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous l'avez eu, les filles. Là. Puis, même quand j'ai envoyé mon manuscrit, moi, je pensais qu'il me répondrait comme 2 semaines après. Puis, ça a pris 5 mois. Fait que quand j'ai reçu l'appel qui me disait que j'étais prise, là, je me disais, ah, OK, moi, je pensais que j'avais été mise aux oubliettes. Là. Donc, ça a comme été un beau projet pour moi, une belle fierté. Mais oui, j'ai déjà commencé à écrire d'autres
manuscrits que je ne sais pas où ça va me mener ou si je vais les envoyer ou les publier. Mais oui, déjà, je suis appelée parce que là, on dirait que j'ai le droit, je l'ai physiquement, il existe. Voilà. Océane, c'est la même chose pour toi. Tu penses continuer dans cette voie avec toutes tes autres activités, mais tu penses continuer? Peut-être, s'il y a une histoire qui m'inspire assez pour la raconter, peut-être, mais pour l'instant, j'ai rien qui m'appelle encore. Mais en illustration, par contre, j'ai fait d'autres petits projets après celui-là. Ça m'a comme ouvert la porte à. Et c'est ça, peut-être un jour, ouais. Parce qu'en fait, si je peux me permettre, je me permets des affaires des fois, là. Si je peux me permettre, je trouve que ce personnage-là pourrait avoir une autre aventure. Ben peut-être, oui, alors. Non, je vais y penser. Elle a un petit quelque chose, là. Elle ne nous quitte pas après coup. On la garde en nous, cette petite personnage. Dans le cas de Joanie, est-ce qu'on sent... Bon, il y en a un deuxième qui s'en vient, ça c'est déjà prévu, il s'en vient cet hiver, hein, l'hiver 2025. On n'a pas décidé la date, OK. mais idéalement cet hiver, printemps, là, je pense que ça pourrait aller vers là. Mais oui, mais il est écrit, les illustrations sont faites. Alors c'est pas un prolongement de l'histoire de Mégounis, mais chaque livre se veut une histoire d'un prénom traditionnel. Donc le deuxième livre va parler d'un autre prénom traditionnel, donc c'est une autre histoire qu'on va ressortir. Et on veut faire aussi un troisième livre. Donc, le troisième est encore en réflexion, mais on a des pistes, là, mais alors ça va être pas mal pour les mêmes cibles aussi, 4 à 6 ans. Donc, on veut comme ressortir différents symbolismes des prénoms, mais de différentes Premières Nations également. Ça ne sera pas seulement ma Première Nation, comme le premier livre, c'est un prénom en Innu, qui est ma langue traditionnelle. Mais le second, ça va être une autre Première Nation que je ne vous dis pas. Ah non, je peux le dire, là, mais on a-tu le droit de le dire? Oui, je pense que oui. Oui, le deuxième, ça va être un prénom atikamekw. Donc, puis le troisième, il reste encore à voir qu'est-ce qu'on va faire, mais ça va être une autre Première Nation. Là, on souhaite vraiment aller chercher le plus de Premières Nations possible. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ma fille est là. Oh, merci. Oui, c'est vrai. Fait que, oui, les 3 livres. Et je voulais remercier aussi le Conseil des arts du Canada, sans qui j'aurais pas pu faire... ma deuxième est là. Salut! Sans qui j'aurais pas pu faire ce beau projet. Et ça, son deuxième prénom, c'est Mégounis, Abigail Mégounis. Alors, c'est elle que s'inspire l'histoire du livre. Alors, vous voyez, on nourrit déjà notre futur public, notre futur lectorat jeunesse, hein? Déjà sur scène, pour la prochaine génération de créateurs et créatrices d'albums, nécessairement. Je vais revenir à quelque chose qui, moi... me parle énormément. Je trouve que c'est pas juste l'idée d'avoir des albums pour la jeunesse. Je trouve qu'il y a au-delà de ça dans vos albums et dans vos projets d'écriture, il y a quelque chose qui s'adresse à ces générations qui, elles, peuvent accueillir davantage leurs liens d'appartenance, leurs origines et leur identité et les embrasser pleinement. Ce que vous n'avez pas nécessairement, toi, ton choc est venu après, mais ce que vous n'avez pas nécessairement vécu de façon naturelle, je dirais, là, tu sais, au départ. Comment vous voyez ce rapport à ce jeune lectorat qui est en train de se former à la littérature jeunesse autochtone? Il y en a beaucoup en anglais, mais en français, on en a très peu.
Moi, je savais pas, c'est ça, on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'auteurs québécois de Première Nation, là, mais on dirait que j'avais pas compris que c'était toutes des traductions que je lisais. Des fois, je portais pas attention. Mais moi, on dirait que je suis vraiment optimiste par rapport au fait qu'aujourd'hui, vous deux, vous êtes avec moi, puis on a peut-être d'autres projets en lien avec ça. Puis pour les jeunes d'aujourd'hui, je le vois que leur sensibilité n'est pas la même. Ils sont vraiment ouverts. Puis les élèves sont super contents là, d'avoir des livres de Première Nation. Les centres de services scolaires, ils font des projets qui intègrent justement la littérature autochtone. Donc, je suis vraiment optimiste à ce niveau-là. Là. Océane, dans ton cas? Moi, j'ai fait mon premier atelier jeunesse avec mon livre hier. Oh! J'ai tellement aimé ça, là. C'était une classe de 4e année, puis leur curiosité, leur intérêt. Tu sais, ils levaient la main, puis ils demandaient tout le temps un peu plus d'informations. Ils étaient vraiment curieux. Puis ça m'a surpris. On dirait que je ne m'attendais pas à autant d'écoute. Alors moi aussi, je suis super optimiste. Mais en fait, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, mais je pense qu'autant autochtone puis allochtone, oui, mais c'est dans ce sens-là. Ouais. C'est dans ce sens-là que je la posais. C'est que c'est non seulement une transmission des savoirs vers l'autre génération autochtone, mais c'est aussi l'apprentissage des savoirs plus larges, plus naturellement pour cette génération de non-autochtones. Oui, je pense que les jeunes sont vraiment curieux. Oui. Puis le plus qu'ils peuvent apprendre, le plus... Joanie va dans le même sens, j'imagine. Ça va dans le même sens? Oui, ça va dans le même sens. Puis ce livre-là, je l'ai fait pour les familles allochtones qui veulent faire lire à leurs enfants des réalités des jeunes autochtones de leur âge. Voilà. C'est un peu ça. Puis même chose pour les familles autochtones. Je voulais que les parents autochtones, exemple comme moi quand j'étais en Colombie-Britannique, j'aurais aimé ça, avoir plus de livres de ma nation pour, comme vu que je suis loin de ma communauté, de pouvoir leur montrer c'est quoi chez nous. Alors, c'était de donner du jus aussi aux parents autochtones, mais comme de donner justement du jus aussi aux parents allochtones qui veulent sensibiliser leurs enfants assez tôt, parce que c'est quand même 4 à 6 ans, c'est bien de connaître les réalités des jeunes qui ressemblent plus ou moins, mais qui ont des similitudes, qui ont des différences aussi avec les jeunes Québécois. Là. Donc, c'est de comparer tout ça, puis de voir que ça existe, puis que, ouais, c'est une façon d'en discuter à la maison. Alors, je vais quand même, avant qu'on termine la rencontre, ça n'a pas été trop douloureux, hein? Ça s'est bien passé. Quand même, peut-être vous inviter à parler de vos projets actuels, parce que dans le cas d'Océane, elle est sur scène en ce moment au Trident. Dans la production, tu veux nous indiquer le titre de la production de Marie-Josée Bastien au Trident? Oui, ça s'appelle Yandawa, ce que nous sommes. C'est une histoire sur la famille de Marie-Josée et de Charles à Wendake. Alors, c'est ça, on est en spectacle en ce moment au Trident, puis après, on va à Montréal en décembre, juste pour une semaine. Oui, alors on peut te voir poursuivre tes activités aussi à la télé. Tu étais dans Cœur battant, je crois, avec le beau Roy Dupuis, là, pour les gens qui savent qui est Roy Dupuis. Il faut quand même le mentionner, c'est une très, très bonne série. Donc, tu étais là aussi. Dans le cas de Joanie, il y a toute la maîtrise qui se poursuit, les études en maîtrise en sciences infirmières, le travail comme consultante aussi avec ta compagnie. Ça mène pas mal de choses de front quand on a juste 2 bras de mer en plus. Oui. Oui, ces temps-ci, c'est assez intense. Je travaille les fins de semaine, toutes les journées. Oui. Oui, mais sinon, ben c'est ça, avec Outapi Consultant, qui est l'entreprise qu'on est en train de développer. Ça fait 4 ans qu'on le fait, puis les projets qui s'en viennent, ben on a une plateforme en ligne pour créer des alliés pour les causes autochtones, on en a parlé tout à l'heure. Puis à chaque mois, on se rencontre le 3e mardi du mois, le midi. Donc, ça s'appelle un Ashto Michu, ça veut dire « venez manger avec nous ». Donc, c'est en ligne. Les gens qui veulent passer un midi là, à manger puis à s'informer. Puis qu'à chaque mois, il y a des thématiques. Donc, ça, on crée ça dans le but de justement sensibiliser les gens aux réalités autochtones puis à la décolonisation des pensées et pour qu'on puisse avoir une société de plus en plus inclusive et
qui ressemble plus aussi aux Premières Nations au Québec. C'est ce séjour là-bas aussi qui a déclenché tout ça, là, ce séjour en Colombie-Britannique. Oui. Hein, oui, oui. C'est marquant. J'ai vu en tout cas, on le voit aussi, c'est mentionné à la fin de, si jamais vous voulez vous informer sur ce qu'elle a vécu en Colombie-Britannique, on a inclus ça dans la dernière page de ton recueil. Valérie? Oui. On continue de travailler avec les enfants. Oui, puis là, je travaille aussi avec les adultes maintenant parce que j'ai commencé une charge de cours à Kiona, qui est le premier cégep autochtone du Québec. Donc, c'est avec fierté, encore une fois, que j'enseigne en éducation spécialisée, puis que j'essaie de les inspirer, puis de leur montrer qu'il y a des petits rêves qui sont possibles. Là. Donc, c'est ça, j'aime beaucoup ça, enseigner à Kiona. Et je continue à l'école aussi, une école primaire internationale. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Vous êtes des vraies beautés, là, je le dis. Alors, je vous rappelle le nom de mes invités, le titre de leurs ouvrages. Valérie Richer, Obamsawin Nishemis, Petit Frère, publié aux éditions Anénorak. Là, je vais avoir l'air de quelqu'un qui fait les promotions des éditions Anénorak, mais ça donne comme ça. Ils sont toutes les trois publiés chez Anénorak. Trouver la maison d'Océane Kitura, Bohémier Toutou, toujours aux éditions Anénorak. Et, Mikunis, ma petite sœur de Joanie Gill, publié chez Anénorak également. Je dois vous dire ceci. Ça, c'est nouveau de cette année pour moi. On demande aux gens de ne pas ralentir les auteurs, même si vous avez des élans très grands, de les prendre dans vos bras, de les questionner, de les interroger, de leur dire à quel point vous êtes content de les avoir rencontrés. Il faut vous retenir un peu. Et les autrices ici sont attendues à l'espace salon au Morin Center. Vous êtes donc plutôt invités à traverser, à remonter la chaussée des Écossais et à aller les rencontrer pour leur séance de dédicace qui devrait être dans quoi, quelques minutes, 10 minutes? Oui, vous avez tous 10 minutes pour vous transporter et embrasser, oui, effectivement. Voilà. Merci à vous comme public. Vous avez été merveilleux, merveilleusement silencieux, mais très attentifs. Merci. Allez, Anne. Finish kumatan.